Et la vérité en face à l'immobilier, est-ce qu'il pèse trop lourd dans le budget des Français? Pour en parler ce matin, Corinne Joly, directrice du site particulier à particulier. Bonjour. Bonjour. PAP, Oui. c'est une institution qui se renouvelle et qui est aujourd'hui qui dynamise beaucoup le secteur. Par exemple, il y a le salon de l'immobilier du neuf là, qui est dans la capitale, et vous en êtes à l'origine, quoi. Oui, on a organisé ça parce que c'est vrai que l'immobilier neuf, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. C'est un secteur qui est quand même crucial en ce moment, notamment par rapport aux questions de l'énergie. C'est l'immobilier neuf, clairement, qui a les meilleures performances énergétiques. Là, il y a la dernière norme qui est sortie au 1er janvier 2022, impose la construction de bâtiments à énergie positive. Ouais. Donc là, on parle de bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils en consomment. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui résonne beaucoup vu les coûts de l'énergie. Oui, c'est ça. On rappelle, ça se tient où cette Porte de Versailles. Porte de Versailles, pour ceux qui sont à Paris, en région parisienne, et vous pouvez aussi vous renseigner évidemment sur le site. Hein, vous allez sur PAP et vous avez beaucoup d'initiatives. Alors, Corinne Joly, il faut dire que l'immobilier a pris une part prépondérante, évidemment dans les dépenses, dans les budgets des ménages, quoi. Je parlais tout à l'heure de 250%, et c'est pas caricatural ce que je dis, c'est vrai, ça existe notamment, alors c'est Paris, mais il y a aussi d'autres secteurs comme ça. La part du logement trop élevée, on a parfois du mal à se loger. D'où ça vient, ça? Pourquoi on n'a pas réussi à freiner ça? Alors c'est vrai, le chiffre que vous avez donné est vrai dans certaines villes et à l'échelle nationale tout de même, on est sur 25 ans les prix immobiliers ont été multipliés par 2,5. Donc en effet, le phénomène que vous décrivez, il est réel, il y a eu une vraie hausse des prix immobiliers. Alors, il y a un phénomène contre lequel on ne peut rien, c'est un petit peu l'augmentation démographique, mais surtout la baisse du nombre de personnes par logement, qui est due à deux choses. Premièrement, il y a eu une hausse des divorces. Et quand on divorce, ça fait 2 foyers au lieu d'un. Et puis, un vieillissement de la population qui fait un certain nombre de foyers avec des personnes seules. Donc ça a entraîné une hausse du besoin en logement qui est supérieure à la construction depuis un moment. Maintenant, il y a un deuxième phénomène qui est, à mon sens, celui sur lequel on peut le plus agir et sur lequel, pour être honnête, je déplore le manque d'action. Oui. C'est un problème d'aménagement du territoire et d'équilibrage entre tous nos espaces. On a clairement, depuis 30 ans, une politique de métropolisation du territoire. Et ça entraîne qu'on concentre les populations aux mêmes endroits. Toutes les zones attractives, finalement, c'est pas la majorité du territoire. Et donc, on pourrait très bien trouver des logements, mais dans des zones qui aujourd'hui sont considérées comme pas attractives, qui ne sont pas très chères. Donc là, je parle notamment beaucoup des villes petites et moyennes. Oui. Voilà. Qui aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui y habitent, mais il y a un déficit d'infrastructures, un déficit sur les services de santé et d'éducation. Et puis, on est sur un pays, tout le monde le sait, qui est extrêmement centralisé. On a tous les ministères et tous les médias qui sont dans la capitale. Ensuite, il y a quelques pôles économiques dans les autres métropoles. Mais les petites et les moyennes villes sont toujours absentes. Là, d'ailleurs, sur cette campagne, on a décrypté tous les programmes. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans les programmes? Sans en citer un plus particulièrement, mais d'une façon générale. Qu'est-ce qu'on propose sur le logement, sur l'immobilier? Non, mais sur l'immobilier qui est quand même central dans la vie, en fait, de tout le monde, quoi. Eh ben, pas grand-chose. Voilà, démétropolisé, par exemple. Eh ben, ça, par exemple, c'est quasiment absent. C'est-à-dire qu'il y a quelques mesures qui concernent les zones rurales, parce que les zones rurales, je pense que ça correspond à un symbole, à un imaginaire. Et puis aussi, il faut noter qu'elles sont importantes dans la question de l'alimentation. En ce moment, on parle aussi beaucoup de l'autonomie alimentaire. Et donc ça, c'est la question des zones rurales. Mais par contre, la question des petites et des moyennes villes, elle est absente. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour rendre plus attractives des villes qui sont entre 20 000 et 100 000 habitants, et il y en a plein, je peux vous en citer. Il n'y a pas d'action pour développer l'emploi dans certaines, et puis pour développer les services, alors que c'est vrai qu'il y aurait clairement une volonté politique qui pourrait améliorer la situation. Je vais vous prendre un homologue étranger qui a le même problème que nous, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, c'est un pays très centralisé. Bilan, les tarifs à Londres, les prix de l'immobilier à Londres, c'est exactement comme à Paris. Bon, ils ont commencé à essayer de décentraliser. Alors c'est extrêmement long, mais par exemple la BBC, elle a dû dégager une partie de ses effectifs à Manchester. Et là, ils sont en train d'obliger un autre média à sortir de Londres. Donc c'est une volonté de dire on peut pas tout mettre à Paris, parce que le problème c'est qu'à la fin, ça concentre tout le monde au même endroit. Ça fait augmenter les prix. Ça fait augmenter évidemment les prix. Un quartier comme La Défense, de toute évidence, ça concentre tellement d'affaires, tellement de postes de cadres, donc de hauts salaires, que ça tire les prix vers le haut autour.
Donc il faut équilibrer ça. Et ça, ce phénomène, il est valable aussi dans des grandes villes, parce que vous parlez de Paris, la capitale, mais que l'on prenne Bordeaux, Rennes, Nantes, même à plus petite échelle, mais Clermont-Ferrand, par exemple, toutes ces capitales régionales, elles ont tendance aussi à grimper. Exactement. D'ailleurs, on va prendre par exemple le cas de Bordeaux et Toulouse. Oui. En 10 ans, c'est des villes qui ont pris 50% en immobilier, alors que vous prenez Pau et Agen, en 10 ans, elles ont pris plutôt 20%. Donc elles ont une hausse qui est quand même plus raisonnable. Et il y a d'autres villes, je vais citer par exemple Laval. Laval, c'est dans le département de la Moyenne, c'est l'un des départements qui a le plus faible taux de chômage de France, parce qu'il y a des tonnes de PME en Mayenne qui recrutent en permanence. Le problème, alors Laval, c'est pas très cher, c'est 1 700 € du mètre carré. Ça n'a pris que 7% en 10 ans. Parce que tous alors notamment ceux qui recrutent là-bas, qui ont du mal à recruter, disent il y a un problème d'attractivité du territoire, il a une image rurale, il n'attire pas les cadres. Et donc il y a des efforts. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'échelle locale, on voit que toutes les petites et moyennes villes font un réel effort d'attractivité. Lié à la crise du Covid, où on a dit que en fait les gens allaient quitter en fait les grandes villes, les grandes agglomérations. Est-ce qu'il y a un phénomène quand même de retour vers ces villes moyennes où c'est beaucoup moins cher, quoi? Alors en fait, c'est du pipeau ou pas, ça? C'est pas du pipeau, mais il a été présenté de manière un peu caricaturale avec un exode. C'était pas un exode, c'était un étalement, parce que le Covid, ce que ça a changé, c'est le télétravail. Le télétravail, en fait, peu de personnes télétravaillent 5 jours par semaine. La plupart vont télétravailler, ceux qui peuvent, 2 jours, 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Donc ça vous permet de vous éloigner, ça vous permet pas non plus de changer de région. Donc ça a joué sur un étalement, c'est-à-dire que des personnes sont parties 10, 20 km plus loin de la ville où elles habitaient. Donc oui, ça a étalé, ça c'est vrai, mais ça n'a pas créé une crise de démission. Donc si vous gardez votre emploi, vous pouvez pas non plus partir si loin que ça. Donc ça a joué, et je pense que c'est un mouvement qui est pérenne, mais ça ne permet pas à des villes moyennes qui ont essayé effectivement d'en profiter, de sortir leur épingle du jeu. C'est vraiment des villes qui ont besoin à un moment qu'on y mette des lieux de pouvoir, qu'on y mette des ministères, qu'on y mette des écoles, qu'on y mette des médias. Elles ont besoin d'être sous la lumière. Et finalement, c'est vrai qu'on est un pays où Paris prend une place démesurée, et ensuite les autres métropoles que vous venez de citer aussi, Bordeaux et Toulouse clairement ont été très attractifs ces dernières années, et on loupe le maillon petite et moyenne ville en permanence. Ensuite, et puis quand on regarde les programmes, comme je vous disais, ensuite on passe directement à la zone rurale. Et entre les deux, non. Outre les candidats, est-ce qu'il faut pointer aussi les entreprises qui, elles, devraient se charger ou prendre peut-être ce problème bras-le-corps et décentraliser aussi? Alors les entreprises, le problème c'est que déjà elles vont raisonner, il y a un cercle vicieux en fait qui est en place. C'est que si vous vous installez dans une ville où vous êtes la seule entreprise de votre secteur, vous allez avoir des difficultés de recrutement. Clairement, il y a des entreprises qui ont essayé. Alors moi, je connais des entreprises qui ont essayé de passer, par exemple, déjà de Paris à Nantes, où on reste sur une métropole. La plupart des entreprises qui font ça perdent déjà dans cette action 1/3 de leurs salariés. Donc, faut quand même être capable de l'assumer. Quand on est une entreprise, faut les retrouver, les recrutements. Et ensuite, c'est vrai que si vous prenez une entreprise seule, par exemple à Agen, il y a le laboratoire pharmaceutique UPSA. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont dans ces villes-là, mais le problème c'est que si vous êtes un salarié d'UPSA et que vous, du coup, votre secteur c'est la pharmaceutique, le problème c'est que vous n'avez aucun concurrent d'UPSA dans les parages, donc vous allez rester jusqu'à la retraite chez UPSA. Donc il y a une vraie difficulté à décider de s'installer ça. Donc la solution c'est vraiment de créer des pôles, un pôle aéronautique, etc., pour que les salariés du secteur s'installent là, puissent avoir une carrière. Sinon, toutes les entreprises qui sont dans ces territoires évoquent des difficultés de recrutement. Est-ce qu'il y a des pays qui sont exemplaires? Parce que vous avez parlé de l'Angleterre, qui n'est pas très exemplaire. Non, qui est caricatural, mais il y en a d'autres. Alors, l'Allemagne a une stratégie plus équilibrée qui est liée, en effet, à sa culture, justement, qui est beaucoup plus centrée sur les PME plutôt que sur les très grosses entreprises. L'Allemagne a un très bon maillage de PME. Elle a aussi une logique qui est plus fédérale. Et quand on pense à l'Allemagne, qu'on est à l'étranger, on connaît tous plusieurs villes. On connaît Berlin, on connaît Munich, on connaît Francfort. Typiquement, ce sont des pôles qui sont différents. Donc c'est vrai qu'elle a une histoire qui est très différente, une culture qui est différente, mais elle a beaucoup moins de problèmes immobiliers parce qu'elle a beaucoup mieux équilibré son territoire. Et c'est quelque chose, honnêtement, en France, on est parfaitement capable de le faire parce qu'on a un territoire géographiquement. Il n'y a pas de problème climatique, on n'a pas la Sibérie, donc tout est habitable, tout est même plutôt beau. Et il y a des régions, des villes, etc., où il y a de l'habitable qui est à des prix corrects, quoi. Tout à fait. Quand je citais Laval tout à l'heure à 1 700 € du mètre carré,
c'est parfaitement correct. Avec un taux de chômage très faible, voilà, c'est correct. Il y a des endroits où on peut habiter, où il y a de l'offre. Allez, dans un instant, on va poursuivre avec vous, Corinne Joly, de PAP. Et vous, si vous voulez témoigner, trop cher pour se loger, ou alors au contraire, il y a des endroits alors qu'il y a des pénuries de logements, et puis il y a d'autres endroits où il y a de l'offre. Vous nous appelez, vous pouvez témoigner, 0826 300 300. Je rappelle aussi, évidemment, au passage, que chaque samedi matin, nous avons notre émission immobilier, bien sûr, chaque samedi matin. Ah oui, chaque samedi matin à 9h30. Restez là, il est 9h44. À tout de suite. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Et l'immobilier pèse trop lourd dans le budget des Français. C'est la question qu'on pose aujourd'hui avec Corinne Joly, directrice du site pap.fr. Oui. Et pilier de l'émission, évidemment, on parle IMO chaque samedi matin de 9h20 à 10h. Et je le rappelle pour ceux qui sont en région parisienne, avec le salon de l'immobilier neuf qui a commencé ce matin. Ce matin, voilà, c'est ça, j'allais dire hier, mais non, on est vendredi et jusqu'à dimanche. Et vous pouvez regarder en ligne aussi sur le site PAP. Bien souvent, quand on est évidemment dans un logement et qu'on est locataire, on se dit oui, mais les prix augmentent aussi du loyer, mais comparativement, il augmente quand même moins vite que le prix de l'immobilier en général, Corinne Joly. En effet, les loyers ont augmenté au cours des 30 dernières années, beaucoup moins vite que les prix à l'achat. On n'en a souvent pas conscience parce que les loyers sont quand même chers, notamment dans les métropoles, mais en réalité, ils ont augmenté moins vite. Bon, maintenant, ça ne change pas le fait que les locataires sont quand même un peu pris à la gorge parce qu'il faut comparer tout ça à l'évolution de leurs revenus. Ben oui. Et les revenus n'ont vraiment pas beaucoup augmenté dans quand même beaucoup de professions. Donc, malgré tout, les locataires, aujourd'hui, c'est compliqué pour eux, dans les métropoles notamment, surtout que les exigences qui sont pas illogiques, mais c'est quand même d'avoir des revenus qui représentent 3 fois le loyer. C'est quand même très compliqué. Si on prend, je vais prendre Paris parce que c'est le plus caricatural. Oui. Mais voilà, si vous voulez un appartement, mettons, à 1 000 euros par mois, c'est déjà une sacrée somme. Ça va vous demander des revenus à 1 000 euros par mois. Vous allez avoir, mettons, 30 mètres carrés. Ça demande 3 000 euros de revenus. Il y a quand même un décalage entre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut avoir comme métier pour avoir 3 000 euros de revenus. Et le fait d'habiter quelque part dans un 30 mètres carrés. Enfin, c'est un peu décalé. Et le phénomène qui se répand, qui s'est développé ces dernières années, c'est le phénomène justement de la colocation face à ça. Y compris, alors avant on disait colocation avec des jeunes qui étaient étudiants, ben non, aujourd'hui des jeunes qui rentrent sur le marché du travail, qui sont sur des catégories intermédiaires, profs, etc., et qui ne peuvent plus se loger en fait dans les grandes villes parce que ça coûte beaucoup trop cher. Oui, alors la colocation, c'est vrai que ça s'est développé, mais la logique financière, je pense qu'il y a plus une logique de mode de vie. Parce que finalement, financièrement, la colocation, c'est pas toujours gagnant, et je veux notamment vous prendre le cas de la colocation à deux. Si vous faites une colocation à deux, vous allez avoir besoin en général d'un 3 pièces, une chambre chacun plus une pièce commune. Donc ça va vous demander un appartement assez grand. Beaucoup plus grand que si par exemple vous emménagez en couple. Si vous emménagez en couple, vous allez généralement prendre un 2 pièces parce que vous partagez la chambre. Donc il y a une logique finalement de la colocation prend plus de place, ou alors vous êtes sur une colocation, enfin typiquement une colocation où vous avez pris un 2 pièces pour 2. Il y a pas de pièce commune. Est-ce que les habitudes finalement changent en tout cas sur l'immobilier? Est-ce que finalement on achète plus ou on achète moins? Est-ce que certaines générations finalement restent sur la location parce que ce sont des nafteurs? Est-ce qu'on parle beaucoup aussi des nafteurs en fait? C'est quoi? Ils font des navettes en fait. Ils vivent d'une entreprise à une autre et ils changent de ville assez régulièrement, un petit peu quand même. On parle aussi d'un living, c'est-à-dire un appartement avec. On pourrait pas parler français quand même. C'est comme ça que ça s'appelle. Non, mais je suis sûr qu'il y a une traduction française. C'est assez proche de la colocation. C'est la colocation avec une cuisine commune et des chambres. Est-ce que finalement les habitudes ne sont pas totalement différentes d'avant? La principale tendance de fond, c'est une tendance à rester plus longtemps locataire, mais qui correspond aussi à une tendance à se stabiliser plus tard. On se marie plus tard, on fait des enfants plus tard, et donc on reste plus longtemps dans une situation finalement un peu incertaine. On garde sa liberté plus longtemps si on veut le dire positivement. Donc on a des gens qui restent plus longtemps locataires
Et puis, comme les prix d'achat ont énormément augmenté, c'est difficile pour eux de rentrer dans le marché de la propriété. Et du coup, une tendance vraiment significative aujourd'hui, c'est des gens qui vont rester locataires et qui vont investir dans l'immobilier en parallèle, parce qu'ils ne sont pas capables d'acheter à l'endroit où ils habitent, mais ils ont quand même un petit peu de patrimoine pour investir. Ça, auparavant, c'était un parcours inexistant. On commençait toujours par sa résidence principale et ensuite, éventuellement, on faisait de l'investissement. Donc, les investisseurs étaient plus âgés. Ouais. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'investisseurs qui ont la trentaine et qui, dans leur propre cas, sont locataires. Mais il faut être capable financièrement de pouvoir quand même aussi se payer la location et d'investir, parce que ça fait quand même 2 sorties d'argent, quoi. Mais c'est tout le paradoxe de la hausse des prix immobiliers, c'est que vous avez des personnes avec des bons revenus qui ne peuvent pas acheter quand même, parce que c'est extrêmement cher. Pour acheter aujourd'hui à Paris, à Paris aujourd'hui, non, mais même dans des grandes villes, à Bordeaux, et même à Bordeaux, etc. Si jamais, mettons, vous êtes en couple avec des enfants, vous pouvez peut-être acheter un studio. Mais vous allez avoir du mal à acheter un 3-4 pièces. Donc en fait, ils vont préférer rester locataires et puis acheter quelque chose de moins cher qui leur permet quand même de faire quelque chose de leur patrimoine. Et d'avoir un petit revenu. Ce qui est quand même resté très stable, c'est le goût de l'immobilier. C'est-à-dire qu'en France, on aime beaucoup l'immobilier, on achète beaucoup. Non. Je vais vous donner un chiffre. Par exemple, en France, on est le record d'Europe du nombre de résidences secondaires. Donc on aime bien quand même. On aime bien avoir ces maisons. Il y a quelque chose qui peut changer aussi la donne dans les années qui viennent, c'est les prix de l'énergie et du carburant pour pouvoir se déplacer. Parce que évidemment, on va plus loin. Bien souvent, il y a la ministre du Logement qui a dit en fait oui, il faut arrêter en fait ces lotissements, etc. Sauf que c'est une absurdité parce que pour beaucoup de gens, ils ne pouvaient pas se loger en ville, donc ils allaient en fait un petit peu plus loin pour avoir un logement. Sauf qu'aujourd'hui, la facture est très élevée avec le déplacement, quoi. Tout à fait, et c'est pour ça que ce que j'évoquais tout à l'heure sur les zones rurales, il ne faut pas oublier ce problème dans les zones rurales, c'est qu'elles sont indispensables, mais il y a le problème de la dépendance à la voiture. C'est pour ça que l'échelon urbain ne doit quand même pas être négligé. Aujourd'hui, les 3/4 de la population vivent en ville. Et donc, cet échelon-là, qui permet quand même de faire un certain nombre de déplacements du quotidien à pied, aller à l'école, aller à la boulangerie, tout ça peut se faire à pied dans une petite ou moyenne ville. Ça ne se fait pas à pied en zone rurale. Donc, avant de vouloir complètement promouvoir les zones rurales et que des gens s'y réinstallent, il faut aujourd'hui avoir en tête la contrainte sur la voiture, où il y a quand même d'énormes incertitudes sur le prix. Bien sûr. Et les contraintes écologiques. Oui, alors à propos d'énergie, vous disiez quelque chose en introduction tout à l'heure qui est particulièrement intéressant, puisqu'il y a le salon immobilier du neuf, là justement, à Paris. C'est qu'avec aujourd'hui, on crée de telles innovations qu'on n'a plus besoin d'énergie, entre guillemets, pour son appartement. On est dans de l'énergie positive, quoi. Expliquez-nous en quelques mots, parce que ça j'imagine que ça intéresse beaucoup les auditeurs, quoi. Alors, c'est clair qu'on a énormément progressé sur la construction et qu'on a la capacité aujourd'hui à construire des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Donc d'un côté, il va y avoir de la production d'énergie via des panneaux solaires, de la géothermie, etc. Donc on a plusieurs techniques pour capter de l'énergie via un bâtiment. Et puis de l'autre, il y a évidemment un énorme travail sur l'isolation. Donc c'est des matériaux d'isolation, c'est aussi de l'architecture. Parfois, ça peut être l'orientation, faire en sorte que les vitres soient positionnées de manière qu'elles captent le soleil. Donc l'architecture peut être construite de manière écologique aussi. Et donc on est capable de faire ça. Maintenant, le vrai problème de ça, c'est que ça coûte quand même un peu cher. Non, mais c'est ça. Voilà, les matériaux sont chers. Les matériaux sont chers, surtout en ce moment. Donc, il y a un surcoût à l'achat, mais c'est vrai qu'on s'y retrouve. Maintenant, l'autre problème, c'est qu'on est quand même aujourd'hui rentré dans une période, disons, de rareté du foncier, donc des terrains. Et donc, on va pas pouvoir construire infiniment parce que sinon, on va artificialiser tous les sols, ce qui est un autre problème. Ah bah oui, mais, mais alors mais comment donc, il y a un enjeu de rénovation derrière. Et la difficulté, quelque part, l'injustice, c'est que c'est plus facile de construire des bâtiments écologiques que de rénover. Et pourtant, il y a un énorme enjeu sur la rénovation parce qu'on ne va pas abandonner tous les bâtiments qui ne sont pas rénovés. Mais en fait, c'est plus complexe. C'est beaucoup plus simple de partir d'un terrain. D'une page blanche. Voilà, d'une page blanche et de faire directement un bâtiment qui est construit pour être écologique que de rénover. Alors sur la rénovation, parce qu'on dit qu'il y a un grand enjeu dans les années qui viennent pour rénover ces immeubles, comment peut-on faire? Est-ce qu'on peut y arriver? Ça passe par quoi? Alors ça passe par de l'isolation à l'intérieur, à l'extérieur, par des changements de sources d'énergie? Les trois, tout ce que vous venez de dire, il y a des isolations à faire, des toitures à refaire. Donc à chaque fois, ça demande une analyse de la maison et de comprendre, du bâtiment et de comprendre d'où viennent les déperditions.
évidemment donc de rénover. Mais alors là, je vais être très pessimiste. Oui. Je n'ai pas rencontré un seul acteur dans le secteur qui pense que les objectifs vont être atteints, parce qu'on manque de main d'œuvre et maintenant on manque de matériaux en plus. Donc personne n'y croit. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était absent, c'est-à-dire qu'il va y avoir, enfin si c'est pas absent de la campagne, il y a eu des mesures, de grands plans, etc. Mais il n'y a pas de mesures concrètes pour qu'on arrive à le faire. C'est-à-dire que le manque de main d'œuvre, si on commence pas aujourd'hui à rendre les métiers du bâtiment plus attractifs, je vois pas bien comment est-ce que dans 5 ans on aurait plus d'artisans. C'est impossible. Nous n'avons pas la main d'œuvre. Et puis financièrement, ça va être très cher, quoi. Voilà, il y a aucun des paramètres. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la main d'œuvre, il n'y a pas les matériaux. Donc aucun acteur de l'immobilier ne croit qu'on va réussir à atteindre nos objectifs de rénovation. Et alors, tout le monde a envie de les atteindre. Et on ne va pas abandonner ces logements, quand même, qui peuvent accueillir demande. Non, on ne peut pas abandonner ces logements. On en a besoin, et on a besoin, effectivement, qu'ils soient plus écologiques, parce qu'on a besoin de consommer plus d'énergie, parce qu'on voit bien qu'elle va être de plus en plus chère. Donc, on en a besoin. Mais là, je pense qu'il faut y mettre plus de moyens. Et puis, il faut voir les problèmes d'application qui évoquent tous les problèmes du secteur. Le manque de main-d'œuvre. On parle beaucoup des primes, des aides financières. La partie financière, elle est quand même un peu rentrée. Les aides augmentent au fur et à mesure, même s'il n'y a pas encore le budget. Il y a eu un bilan qui a été fait sur MaPrimeRénov'. L'aide moyenne, elle est de 3 000 €. À 3 000 €, vous transformez pas, vous changez des fenêtres, mais vous transformez pas une passoire thermique en bâtiment écologique. En plus, c'est sous condition. C'est quand même très limité. Voilà, donc il y a un problème sur les aides, mais le problème de main-d'œuvre, honnêtement, il faut l'aborder aujourd'hui, parce qu'en l'abordant aujourd'hui, on aura peut-être des résultats dans 5 ans. Donc si on ne fait rien aujourd'hui, dans 5 ans, on est toujours dans la même situation. Bon, merci en tout cas, beaucoup. Ça s'appelle le Salon de l'immobilier du Neuf. C'est à Porte de Versailles, pavillon 5.1. Oui, voilà, c'est ça. Et puis on vous retrouve, Corinne Joly, aussi demain dans On parle IMO avec Marc Esrati. Chaque samedi matin, vous pouvez aussi poser vos questions. C'est de 9h15 jusqu'à 10h et c'est passionnant à chaque fois parce que ça nous concerne tous, quoi. Et il y a beaucoup d'enjeux. Merci et on vous réinvitera, bien sûr.